Picasso, ça sonne mieux aux oreilles que X3800. Surtout à celles des cheminots qui les ont conduits pendant une trentaine d'années. Dès la Libération, les responsables de la division d'études des autorails de la SNCF ont eu la lourde tâche de renouveler le parc autorail qui avait été sévèrement éprouvé par plus de 4 années de guerre. Ils confièrent les études à 2 constructeurs expérimentés, Decauville et Renault, qui obtint finalement le marché de cet autorail dit unifié de 300 chevaux. Pour la motorisation, Renault adopta les principes qui avaient déjà fait leurs preuves sur les fameux ABJ. Le moteur diesel à 12 cylindres en V, type 517, monté sur un berceau supportant l'embrayage, la boîte de vitesse, l'inverseur et la descente de transmission. Des arbres à cardans transmettent la puissance aux 2 essieux du bogie d'un type spécial étudié pour assurer une suspension très souple. Par la suite, plusieurs moteurs furent utilisés, un Saurer de 320 chevaux et le type 575 Renault de 360 chevaux, mais toujours en V12. L'autorail peut rouler à 120 km/h, il pèse 31 tonnes, mesure 22 mètres et il a une capacité de 62 places assises. C'est sa cabine surélevée au-dessus du moteur et décalée sur le côté et des couleurs criardes pendant les essais qui lui ont valu le surnom de Picasso. Entre 1948 et 1959, 11 commandes successives furent passées à 3 constructeurs, Renault bien sûr, mais aussi ANF et Dodietrich. 251 Picasso sortirent des ateliers entre 1950 et 1961. Ils roulèrent sur un grand nombre de lignes dans toutes les régions françaises jusqu'à la fin des années 80. Leur célébrité, leur robustesse, leur facilité de conduite et d'entretien en sauva un grand nombre de la démolition. Nous allons découvrir quelques-uns de ces miraculés. Rendez-vous un matin d'automne avec Pascal Dumont et Jean-Paul Pesse à Attigny, sur le chemin de fer touristique du sud des Ardennes. Bon, on va déjà... Nous allons suivre les opérations de mise en route. Ouvrir le cache de protection. C'est Jean-Paul qui fait la préparation. En période d'immobilisation. Cet autorail est équipé du moteur Saurer type BZDS à 12 cylindres en V, injection directe de 320 chevaux. Alors la chose la plus importante, le niveau d'huile moteur. Qui doit se situer plutôt côté moyen. Là il est presque au maxi, c'est bon. Pas oublier les filtres à peigne. Voilà. Le niveau d'huile de la pompe d'injection. Il en manque un peu, on va en mettre. Ces contrôles sont d'autant plus importants que ce moteur sort de révision, avec entre autres un changement de joint de culasse. Donc là on va faire le contrôle du niveau de la pompe à huile, de la pompe à eau, pardon, c'est un graissage des roulements à l'intérieur. C'est bon. Voilà. Le compresseur. C'est grâce à ces contrôles quotidiens et bien sûr à la bonne conception de cet engin que les Picasso avaient le plus faible taux de panne de tous les autorails de la SNCF. Et comme c'est le cas aujourd'hui, après un arrêt prolongé du moteur, Jean-Paul prend une ultime précaution pour faciliter le démarrage à froid, ce qui ne sera pas inutile. Pour éviter le blocage hydraulique des cylindrés, on fait tourner un peu le moteur à la main, ça me permet de le dégommer. L'hiver, on le fait en décompressant la moitié de cylindre. On a des décompresseurs manuels, on le fait en décompressant la moitié du moteur pour faciliter le démarrage. Voilà. Donc maintenant, on va se diriger en cabine. L'inverseur en position. Première chose. Donc nous allons fermer l'isolement cabine pour ramener le courant sur le pupitre. Contrôle par le éclairage. Nous allons mettre sur batterie le circuit de gasoil pour alimenter la pompe d'injection. Le nouveau visible va nous permettre de voir l'arrivée du gasoil.
Il alimente par gravité la pompe d'injection. Nous allons pouvoir démarrer. On démarre. Pour les appareils de bord, pression d'huile surtout, charge ampère. On va laisser chauffer, on va aussi mettre en pression parce qu'on n'a plus d'air. On vide systématiquement les circuits d'air à l'arrêt général. Comme ils sont immobilisés, nous ne pouvons pas avoir les vérins de frein en contact. Donc il nous faut un certain temps maintenant pour monter à 5 bars. Mise en place du flament pour le démarrage. Les trois types de moteurs montés sur ces autorails sont à peu de choses près identiques. Même disposition, même encombrement et même berceau support. Dans le but de rationaliser l'entretien, tout l'appareillage auxiliaire est unifié. Les filtres à air montés au plafond au-dessus du moteur, les filtres et réfrigérants d'huile, le démarreur, la dynamo et une batterie de 4 radiateurs montés dans le pavillon et refroidi par un ventilateur entraîné par arbre et courroie. La transmission mécanique est celle des ABJ. Après l'embrayage, la boîte de vitesse et l'inverseur avec renvoi d'arbre vers le bogie. C'est bon. Bon ben Pascal, tout est bon a priori. Frein à main serré. Frein à main desserré, essai de frein terminé, tu peux partir. Tu peux y aller. Pas de problème. Cet autorail porte le numéro 3897. Il a été construit par ANF, les ateliers du nord de la France à Blanc-Misseron, en 1954. Affecté en premier au dépôt de Lyon-Vèze, il a roulé sur les voies du sud-est, puis dans la région de Nancy, de Vitry-le-François et Châlons-sur-Marne, avant de se retrouver dans la région nord, au dépôt de la Plaine en 1974. Après son retour à l'est, au dépôt de Mohon, non loin d'ici, il est retiré du service en mai 1987, après avoir parcouru plus de 2 200 000 km. Dès l'annonce de sa réforme, il a été acquis par l'association avec l'aide des collectivités locales. Aujourd'hui, nous profitons de ce voyage d'essai pour découvrir un bout de la ligne. Pas de voyageurs en gare, nous sommes en comité restreint. Jean-Paul, le mécanicien, Pascal aux commandes et Georges à la manœuvre. Je ferme le PN, puis je te donne le départ. Passage en seconde. Impeccable. À la sortie de la gare d'Attigny, on aperçoit sur la gauche les voies d'un ancien quai militaire, un témoin de l'histoire mouvementée de cette ligne. Changement de vitesse.
pas toujours facile. Le double débrayage s'avère indispensable si on loupe le bon régime. C'est bon. Nous roulons sur un tronçon de l'ancienne ligne 6 qui reliait Hirson à Bar-le-Duc. La défaite de 1870 justifia la construction de cette transversale stratégique entre Liard et Revigny par Amagne-Lucky, Challerange et Sainte-Ménéhould pour assurer le ravitaillement des armées en cas d'invasion allemande. Elle fut mise à double voie sur sa totalité, d'où une plateforme généreuse et des vestiges d'installations militaires dans chaque gare. Seul subsiste aujourd'hui le tronçon Amagne-Lucky-Challerange. Nous traversons l'Aisne sur un pont métallique. Puis le canal des Ardennes, avant de longer le canal de Vouziers dans un cadre bucolique. À 30 km/h, on s'imprègne du charme de ces campagnes redevenues paisibles. L'essai est concluant. Le moteur tourne rond, pas d'anomalie. On peut s'arrêter, faire demi-tour et retourner à Attigny. En mécanicien consciencieux, Jean-Paul écoute son moteur et le roulement. Un bruit suspect serait l'annonce de quelques heures de travail non prévues. Mais tout va bien, et il peut tranquillement profiter de ce paysage dont il ne se lasse pas. La vitesse est limitée à 30 km/h pour le train touristique sur cette ligne. Elle est maintenue pour la desserte de plusieurs embranchements qui apportent un trafic de céréales et d'engrais en train complet, tiré par des couplages de 63 500 du dépôt de Mohon. Pour la petite histoire, l'association possède également une remorque unifiée et un deuxième Picasso, le 3850, muni lui aussi d'un moteur Saurer. En 1991, un troisième Picasso est venu renforcer le parc pour l'exploitation d'une autre ligne touristique voisine. C'est une fin de carrière tranquille pour ce quadragénaire retraité. Bichonné, la vie à la campagne, des parcours faciles et pas d'excès de vitesse. Mais il ne faudrait pas croire que tous ses frères mènent une vie aussi paisible. Paris, dépôt de la Chapelle, 5 heures du matin.
Le furet du Morvan, c'est le nom de baptême de la seconde vie du 3876. Il est la propriété de la société CFTA qui l'a acheté à la SNCF en 1988. Il a reçu quelques aménagements complémentaires, comme un bar et une sonorisation, et les dossiers des sièges avant ont été abaissés pour améliorer la visibilité des voyageurs. Depuis, il fait les trains spéciaux sur les lignes de la CFTA et de la SNCF. Ce matin, il se rend au quai 14 de la gare du Nord pour assurer un train spécial de Paris à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour le compte de l'IFC, l'International Ferroviaire Club. Le petit autorail vient jouer dans la cour des grands, au milieu des TGV, des Thalys et autres Eurostars. « 6h49, départ. Dans cette très grande gare pleine de très grands trains, le sifflement des turbos d'une très grosse 72 000 toute proche couvre allègrement le murmure timide des 300 chevaux de notre tout petit Picasso. C'est dans la lumière blafarde d'un petit matin d'hiver que nous quittons cette ambiance décidément trop imposante pour nous. Le soleil nous accueille après Amiens et c'est à 100 km/h que nous descendons la vallée de la Saône. Hélas, la grisaille nous rattrape bien vite. Le confort du Picasso sur une voie bien dressée nous fait oublier les caprices du temps. L'aéroport du Touquet est un petit peu plus loin. Nous arrivons à Étaples, nous annonce l'accompagnateur. Ici, c'est la ville d'Étaples. De l'autre côté de la Canche, maintenant, la ville du Touquet, dont on aperçoit au loin le phare. Et nous verrons un petit peu plus tout à l'heure. La grande souplesse de la suspension qui nous procure ce confort provoque une inclinaison de caisse importante sur les voies à fort dévers, comme ici, en gare d'Étaples. À tel point qu'à la mise en service, la suspension de ces autorails a dû être modifiée pour éviter d'accrocher certains obstacles, lors des passages à faible vitesse, comme ici à Frontenay, en Savoie. Départ pour Boulogne. Aux manettes, Christian Ventalon, le conducteur attitré de la CFTA. Loin des promenades bucoliques des chemins de fer touristiques, le furet avale les kilomètres avec l'avidité des grands rapides. C'est à Boulogne que nous retrouvons la caténaire 25 000 volts. La ligne a été électrifiée de Calais à Boulogne à l'occasion de l'arrivée du TGV et de la mise en service du tunnel sous la Manche. Nous ne la quitterons plus jusqu'à Saint-Omer, notre terminus de la matinée. Il est 12h15. Christian et son furet sont parfaitement à l'heure. La faim ne fait pas seulement sortir le loup du bois, mais aussi les voyageurs de l'autorail. Direction le buffet. Certains prendront quand même le temps d'admirer et photographier le splendide bâtiment de la gare. Une bâtisse majestueuse, bien représentative des ambitions du temps des compagnies. Elle est d'ailleurs classée monument historique.
À 5 km, la gare d'Arques, beaucoup plus modeste, est d'une architecture très régionale, tout en briques. Mais grâce aux cristalleries locales, son activité est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît. Elle est située sur l'ancienne ligne de Saint-Omer à Boulogne. C'est aussi la gare de départ du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa, nom bien connu des cruciverbistes. Le Furet arrive avec ses voyageurs repus. La voie, tout à fait secondaire, ne donne pas le même confort que la grande ligne, mais cela facilite la digestion. C'est ici qu'il va rejoindre un de ses congénères. Le chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa fonctionne depuis 1998. Il possède 2 autorails Picasso et une remorque unifiée. C'est le 3853 qui va assurer la correspondance. Construit par de Dietrich en 1953, il a été acheté par la ville de Béthune à sa réforme en 87 pour être exposé en monument, en pot de fleurs comme on dit. Acquis par l'association en 1991, il a été révisé puis agréé par la SNCF en 1997. Les 2 Picasso sont rapprochés pour le plus grand plaisir des photographes qui ne manqueront pas de vociférer contre le distrait qui viendra gâcher la photo du siècle. Fini l'ivresse de la vitesse. Place aux flâneries champêtres avec le soleil revenu. Premier arrêt à Viserne, où les voyageurs peuvent découvrir la coupole, la partie apparente d'une immense base souterraine de lancement de V2 qui terrifièrent les Londoniens il y a plus de 50 ans. Plus loin, c'est la halte campagnarde de Sec, point de départ des randonneurs et pêcheurs. À Limbre, c'est le terminus. Au-delà, la ligne est neutralisée. Retour tranquille dans la lumière brumeuse de l'après-midi. Après un arrêt de quelques minutes à Arques, le Picasso va continuer sur quelques centaines de mètres pour nous faire découvrir une curiosité historique. Le fameux ascenseur à bateau des Fontinettes. Une formidable machinerie, plus que centenaire, composée de 2 bassins de la taille d'une péniche du type Fraissinet, soulevés par d'énormes vérins, ce qui permettait de rattraper une différence de niveau de 13 mètres. Cette installation a été remplacée depuis plusieurs années par une écluse à grand gabarit. Retour en gare d'Arques. L'heure du départ approche. Le retour sur Paris va se faire par Béthune, Lens, Arras et Longeau.
à 100 km/h, sans peiner, le Furet va encore démontrer, s'il le fallait, qu'un Picasso de 45 ans, avec plus de 2 millions de kilomètres au compteur, peut encore assurer des trains express dans de bonnes conditions. Une belle réussite. Paris, gare du Nord, 21h42. C'était une bien belle journée. Allons, allons, pressons. Tout le monde est là? Allez, toi aussi, dépêche-toi. Le chien du conducteur se doit aussi d'être à l'heure. Bon, c'est les vacances, on n'est pas à la minute près, mais ce n'est pas une raison. Louis Laurent, avec son chien, est aux manettes. Ici, pas de barre longue, encore moins de caténaire, mais la douceur d'un dimanche d'été en Ardèche et la bonhomie méridionale. Ce qui n'empêche pas l'esprit combatif. L'association Viaduc 07 se bat depuis de nombreuses années pour le maintien de la dernière ligne de la fameuse étoile de Vogüé. Grâce à une souscription et à plusieurs aides, l'association a pu racheter la voie de Vogüé à Saint-Jean-de-Santenier. Au-delà, vers l'Auteuil, sur la rive droite du Rhône, la ligne est neutralisée. L'association possède deux Picasso. Le 3865, qui passe devant nous, construit par Renault en 1952. Il est équipé d'un moteur Renault 517 et a été acquis en 1988. En 1993, c'est l'autorail numéro 3989 qui rejoint Vogüé. Il a été construit en 1958 par ANF avec un moteur Saurer. Il assure aujourd'hui un deuxième train et nous le retrouverons tout à l'heure à Saint-Jean. L'association a également acheté deux remorques unifiées en 1991. Une seule est mise en service les jours d'affluence. L'aménagement intérieur est d'origine, 3 places d'un côté et 2 de l'autre, selon les dispositions de la 3e classe de l'époque de la mise en service. Seule une sonorisation a été ajoutée. L'association a équipé elle-même les passages à niveau de barrières automatiques. À Saint-Jean-le-Santenier, les voyageurs vont visiter un petit musée et surtout se rafraîchir à la buvette pendant que le deuxième Picasso arrive. 3 navettes sont assurées par les 2 autorails, une le matin et 2 l'après-midi.
Près de 15 000 voyageurs par an découvrent ainsi le charme des voyages paisibles à 30 km/h à travers une Ardèche ensoleillée. C'est le 3989 qui repart le premier. Voie unique oblige. Avant d'entrer en gare, l'autorail va rebrousser sur l'ancienne ligne de Bonnat. Elle est toujours praticable sur un peu plus d'1 kilomètre. Cette escapade nous permet de passer sur le grand viaduc de Vogüé et de couvrir le village et son château dans le cadre magnifique d'une boucle de l'Ardèche. Voilà comment deux Picasso apportent bien sûr une nouvelle activité touristique à une région, mais aussi participent au maintien d'une ligne qu'ils ont parcourue en service régulier 30 ans auparavant.
dépôt de Dijon-Périgny. Un des fiefs de la traction électrique, avec un peu de diesel. Mais dans tous les cas, des machines de ligne. Les nouvelles 36 000 sont là, à côté des 7100 et des Civic. Et aussi un Picasso. Celui de l'ABFC, Autorail Bourgogne-Franche-Comté. Ce matin, grande lessive. C'est son premier voyage après une révision importante. Comme beaucoup de ses semblables, il est agréé par la SNCF pour circuler sur le réseau national. Cet agrément porte sur tous les organes principaux, bogies, roues, freins, etc. Avant cette première sortie, Marc, le conducteur et mécanicien, effectue une visite méticuleuse sur les bogies et la transmission. Les bogies ont été révisées par les ateliers CFD à Montmirail et les essieux contrôlés aux ateliers SNCF du Mans. Je savais, ça fallait quand même le problème. Cet autorail est équipé du moteur Sorair. Un petit groupe électrogène a été installé à côté pour alimenter en 220 volts un frigo, un four et des aménagements de confort. Avant de partir, on va tourner l'autorail, afin que le côté panoramique soit le plus souvent face à la voie. Il ne le sera pas toujours, hélas, car le voyage que nous allons faire comporte plusieurs rebroussements. L'association a acquis ce Picasso en 1983. Il a été construit par ANF en 1960 et il porte le numéro 4039. C'est donc un des derniers de la série. Deux autres Picasso ont été achetés, le 4025, actuellement arrêté, et en 1985, le 4051, le tout dernier de la série. Il a été revendu ensuite à la CFTA pour les travaux du tunnel sous la Manche. Depuis, il a repris du service sur le réseau breton. Direction Dijon, où l'autorail va prendre ses voyageurs, et ensuite plein gaz vers le Jura. 100 km/h et un horaire précis à tenir. Premier et long arrêt à Mouchard. Nous sommes déjà au pied du Jura, et ce matin de février, il ne fait pas très chaud. À bord, la cafetière du bar tourne à plein régime. Activité intense dans cette gare de correspondance. Le train 57-280 en provenance de Moret arrive sur voie 2. Il est composé de deux 2800 encadrant deux remorques. Le démarrage des 2800 au bruit si caractéristique donne toujours une indéniable sensation de puissance et de souplesse. C'est maintenant une Z2 qui vient à côté de notre Picasso au quai numéro 1. Et ensuite un TGV Lausanne-Paris composé de deux rames qui passent sans arrêt.
La voie est libre. Toujours sous les caténaires, le Picasso file vers Andelot et la neige fait son apparition. Après le rebroussement d'Andelot, l'autorail file à 80 km/h sur la voie unique en direction de Moret. Après Champagnole, la rampe de 25 est gravie à 60 km/h. Et puis, c'est la descente sur Moret dans le célèbre site des 6 viaducs. L'arrêt en gare de Moret sera de courte durée. Le temps de changer de sens et on repart vers Saint-Claude en franchissant d'abord le viaduc de la gare, puis le grand viaduc de Moret. À Saint-Claude, le Picasso va s'arrêter 2 heures, non pas pour reposer la mécanique, mais pour que l'équipage et les voyageurs puissent reprendre des forces. Saint-Claude est le point de départ des trains pour Dijon ou Bourg-en-Bresse. Pour la plupart, ils sont assurés par les solides 2800 que les rampes de 25 et 30 mm des lignes du Jura n'effraient pas du tout. En début d'après-midi, sous un ciel encore plus bas, nous repartons vers Oyonnax, Lacluse et Bourg-en-Bresse. Jusqu'à Bourg, le profil est en dents de scie. Pentes et rampes de 25 se succéderont jusqu'à la plaine de la Saône. Cizes-Bolozon, le point d'orgue de ce voyage. Une marche au pas pour admirer le site majestueux du grand viaduc sur l'Ain. Ville-Reversure, dernier arrêt avant Bourg-en-Bresse et le retour sur Dijon. Aujourd'hui, ce Picasso aura fait un périple de plus de 400 km par les lignes difficiles du Jura, dans des conditions de confort tout à fait satisfaisantes, à en voir la mine réjouie des voyageurs.
Encore une preuve de la bonne santé de ces célèbres autorails. Après la froidure du Jura, un petit tour dans le Midi. Nous sommes à Narbonne avec l'équipe de l'autorail touristique du Minervois qui roule sur la ligne de Narbonne à Bise. La préparation est terminée, le moteur, un Saurer, chauffe doucement. En raison de l'affluence prévisible, la remorque a été attelée et les essais de frein sont faits. Notre Picasso est le 3846, construit par Dod Dietrich en 1952. Il a été acquis par l'association en 87. Il est bien sûr agréé SNCF. Nous attendons la voie qui devrait nous être donnée après le passage de ce TGV en provenance de Perpignan. C'est bon, départ. Nous empruntons les voies principales pour nous rendre à l'autre bout du faisceau marchandises, contigu à la gare voyageurs. Pour cela, nous sommes accompagnés par un pilote SNCF. Jean-Michel Piernet est aux commandes. Lorsque la décoration de l'autorail a été refaite, le fourgon à bagages et l'intérieur de la cabine ont été repeints en bleu. Je fais la coupe avant d'aller chercher le cartable. Arrêt au bout du faisceau pour prendre les autorisations et la télécommande radio des barrières des PN. En raison du rebroussement, il faut faire l'impasse pour remettre l'autorail en tête. Direction l'embarcadère. On s'engage maintenant sur la ligne de Bise. L'embarcadère est tout proche. Les places avant sont prises d'assaut comme d'habitude, et il n'y a pas que les enfants pour s'y précipiter. Ces places dites panoramiques face à la voie ont toujours été un des attraits de ces autorails. Malgré le poids supplémentaire de la remorque, le démarrage se fait aisément, car le profil de la ligne est facile. En semaine, elle est toujours exploitée pour le trafic des marchandises sous le régime des lignes à trafic restreint. Pour l'autorail, la vitesse est limitée à 30 km/h. Après quelques kilomètres, le Picasso rejoint le canal de la Robine qui relie le fameux canal du Midi à la mer en passant par Narbonne. Ce ne sont plus les péniches qui l'empruntent, mais une flottille de plaisanciers qui redécouvrent le charme d'une navigation paisible.
Petit arrêt photo sur le pont, à la jonction avec le canal du Midi, avant de repartir sur le rail à double champignon particulièrement bruyant. Encore quelques kilomètres à travers la garrigue et c'est l'arrivée à Bise, terminus de la ligne. Depuis l'origine, la voie s'arrête ici, à 20 km de Narbonne. Aucun prolongement n'a été construit. Les voyageurs vont s'éparpiller dans le village pendant que l'équipe va manœuvrer pour faire la remise en tête de l'autorail. Un autre Picasso avec une décoration originale est garé non loin d'ici, à Lamalou-les-Bains. Il avait été acheté par le chemin de fer touristique Causse et Rougier en vue d'une exploitation sur la ligne du Larzac, mais qui n'a pas pu se faire. Ensuite, il a circulé sur la ligne de Bédarieux à Mons-la-Trival. Mais actuellement, ce train ne roule plus et l'autorail est garé avec le reste du matériel. Le signal de manœuvre est approximativement réglementaire, mais on se comprend, c'est le principal. En plus du 3846 et de sa remorque que nous suivons aujourd'hui, l'association a acquis en 1983 le 4028, équipé lui aussi d'un moteur Sorair. Il est basé à Narbonne et a reçu la même décoration colorée. En 1994, c'est le 3900, l'ancien autorail de tournée de la SNCF, qui a été acheté. Il a conservé son aménagement spécial et il est affecté au chemin de fer de Haute-Auvergne, sur l'ancienne ligne de Bord-les-Orgues à Neussary. Retour vers Narbonne dans la lumière changeante d'une fin d'après-midi orageuse. Ces autorails ont eu une destinée hors du commun. Sur les 251 Picasso construits, 48 ont été préservés, presque 20%. Probablement, aucune série de locomotives, de wagons ou même d'engins roulants ou volants n'a eu un tel pourcentage d'unités préservées. On peut en trouver partout, dans toutes les livrées, qu'ils soient propriété d'associations, de collectivités ou de sociétés de transport. Le Picasso fait partie de ces autorails simples, robustes et assez confortables pour avoir marqué toute une génération de voyageurs et de cheminots.